En 1995, l'écrivain et psychothérapeute américain Peter Casciarelli publie Fairy Tales, Traditional Stories Retold for Gay Men. Récoltant un certain succès, il récidive en 1997 avec Gay Fairy and Folk Tales, More Traditional Stories Retold for Gay Men. Deux recueils de contes, donc, qui ont été traduits en français quelques années plus tard sous les titres épurés et assurément moins pompeux, Prince charmé et Prince radieux. Partant du constat que, jusqu'à ce jour, il n'y avait pas de place pour les gays dans les récits imaginaires des fabulistes, Casciarelli se donne pour objectif de réparer cette injustice. S'inspirant entre autres des classiques de Perrault, Andersen et des frères Grimm, ces deux recueils proposent une relecture des contes populaires qui, nous promettons en quatrième de couverture, reflètent un peu plus notre réalité homosexuelle. En fait, grâce à un brillant travail d'interprétation, précise-t-on dans l'avant-propos, Peter Casciarelli a transposé ces contes intemporels dans le milieu gay contemporain, c'est-à-dire notre monde mythique de boutiques et de cafés, de jeunes gens sans le sou et de riches gays très en vue, de coiffeurs et de moniteurs de musculation, de dîners et d'appartements décorés, de papas gâteaux et d'habitués de lieux de drague, d'actifs bestiaux et de passifs soumis, et ce faisant, il a rendu ses contes familiers absolument et incroyablement personnels. Plus encore, on a la prétention de nous dire que les gays ont besoin d'entendre la grande sagesse véhiculée par ces contes, lesquels détiendraient la vérité de la communauté gay. Autrement dit, tout comme les contes traditionnels qui proposent des morales pour nous rappeler qui nous sommes et nous expliquer le monde, ces contes-ci seraient porteurs de leçons destinées aux hommes de la communauté gay telles que, je cite, « Ayez confiance en vous, ne basez pas votre vie sur des choses superficielles, aidez les autres quand vous le pouvez, ne refusez pas votre destin, tout le monde vieillit, personne n'échappe à la mort, et par-dessus tout, aimez, aimez et faites-le selon votre cœur, car l'amour vrai et profond n'est jamais négatif. » Fin de la citation. Cela dit, à première vue, ce que semble nous proposer Casciarelli dans ses recueils, ce sont plutôt des relectures de contes traditionnels auxquels il a simplement incorporé un ensemble de types et de caractères stéréotypés de façon à produire un effet gay. Ainsi, avant même d'avoir lu le moindre conte, on ne peut s'empêcher de penser qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce projet, ou, du moins, reconnaître que ce qu'on nous présente ici frôle la caricature. En effet, est-ce uniquement à ces lieux communs et à ces stéréotypes auxquels on réfère en écrivant les mentions « contes gays » et « nouveaux contes gays » sur la couverture des deux ouvrages? Est-ce simplement en convoquant divers clichés que Casciarelli entend refléter un peu plus ce qu'il désigne comme notre réalité gay? Ce qu'on constate au fil de notre lecture des 30 contes, c'est que notre impression de départ était juste. En reprenant quelques invariants des contes traditionnels pour que leur source demeure identifiable, la plupart des histoires sont adaptées afin d'y intégrer ce qu'on pourrait appeler des référents gays. Les ogres, comme les pères et les frères, sont homophobes et sadiques. Les fées marraines sont des drag queens. Les loups, les lutins et les bêtes sont follement séduisants, en plus d'être adeptes de vêtements de cuir et de pratiques S&M. Les princes sont narcissiques, colériques, imbus d'eux-mêmes et séropositifs. Les cadeaux qu'on s'offre sont des caniches et des cock rings en or. Le souhait qu'on fait est d'avoir une voix plus grave ou une plus grosse bite. Et c'est notre pénis en érection plutôt que notre haricot magique qui nous amène dans les nuages à la maison de l'ogre. Les protagonistes gays, eux, sont tous extrêmement beaux, virils et musclés, ont des vêtements à la dernière mode, mais sont soumis à l'ordre social et prêts à tout pour se faire aimer et accepter. Ils sont soit moniteurs de musculation, coiffeurs, fleuristes, mannequins ou des paysans basanés et musclés. Ils vont au café, au théâtre ou à des vernissages, se lancent sans prévenir dans des pot-pourris de vieilles chansons de Broadway ou dans des imitations de Judy Garland, et mangent du poulet sans peau cuit à la vapeur avec de la salade et pas de dessert. Gretel souhaite apprendre le secret pour marcher avec des talons hauts auprès de la sorcière de la maison aux bonbons, alors que le jeune Réponse préfère se fabriquer des poupées en tissu plutôt que de jouer avec des camions ou des pistolets comme le voudrait l'ogre, son père adoptif. Ce qui ressort de ce bref panorama est que si le projet annoncé par Casciarelli d'incorporer l'homosexualité à l'univers des contes est valable, le résultat, lui, flirte dangereusement avec la parodie en reconduisant l'ensemble des clichés et stéréotypes communément associés à la culture gay. Bien qu'on nous annonce des contes gays qui reflèteront un peu plus notre réalité, on a du mal à la lecture à s'identifier aux protagonistes et à se dire que les morales, souvent homonormatives d'ailleurs, qui y sont proposées, nous concernent réellement. Par exemple, une des morales, c'est que pour punir les protagonistes, on va leur donner le sida, comme si c'était la punition suprême, c'est de donner le sida aux protagonistes gays. Cela dit, il n'est pas question ici de condamner l'utilisation des stéréotypes, loin de là. Même s'il n'est pas politiquement correct de l'admettre, il faut bien avouer que tout stéréotype possède un fond de vérité qui l'a fait naître. Il ne s'agit donc pas d'exprimer un malaise ou une honte face à l'existence des stéréotypes, mais plutôt de questionner s'ils sont nécessaires dans tous les textes, comme si l'homosexualité ne pouvait se résumer qu'à cela. En effet, est-il obligatoire pour qu'un conte soit gay, que Gretel souhaite se déguiser en femme et devienne une vedette de cinéma,
Que la bête soit un dominateur sexuel vêtu de cuir qui possède un donjon lui permettant d'assouvir son appétit sexuel. Que la malédiction qui frappe le prince dans la réécriture de La Belle au bois dormant soit d'être obsédé par son reflet dans le miroir plutôt que de s'endormir en se piquant sur le fuseau d'un rouet. Ou que Jack utilise son pénis plutôt qu'un haricot magique pour rejoindre les nuages. En somme, est-il obligatoire de convoquer tous ces lieux communs de la culture gay lorsqu'on veut faire gay dans un texte? En appuyant trop ces quelques stéréotypes grossiers, n'est-on pas voué à tomber dans l'absurde caricature, sacrifiant du coup la possibilité de toute identification chez le lecteur? Voilà les quelques questions qui orienteront ma présentation aujourd'hui. Mais avant de pousser plus loin l'analyse des contes gays de Cacciarelli, il est essentiel de se demander plus simplement qu'est-ce que la littérature gay? L'expression circule, elle est admise, mais ne fait assurément pas consensus. Pour plusieurs, elle n'est qu'une coquille vide qu'on ne sait pas comment remplir. Certains refusent le principe qui consiste à extraire la littérature gay du vaste ensemble que représente la littérature en général. D'autres la considèrent comme une sous-catégorie sans intérêt et à la limite de la pornographie. D'autres, enfin, lui accordent une existence théorique, mais jouent sur les mots dès qu'il s'agit de la définir ou de l'illustrer de façon concrète. Cet angle mort définitionnel a inspiré à Pierre Salducci la création d'un collectif en 1999. Intitulé Écrire gay, cet ouvrage réunit le discours de 9 écrivains gays français ou québécois à réfléchir à propos de ce que signifie pour eux écrire gay et comment ils se positionnent par rapport à cet étiquetage. Écrire lorsqu'on est homosexuel débouche-t-il forcément sur de la littérature gay, se demande Pierre Salducci. Devrait-on parler d'une littérature de l'homosexualité plutôt que d'une littérature homosexuelle, comme le propose Paul-François Sylvestre? Devrait-on plutôt parler d'un style homosexuel, d'une écriture gay de nature essentiellement esthétique, comme le suggère Alain Bernard Marchand? Selon Guillaume Dustan, la littérature homosexuelle servirait avant tout à consigner nos désirs et ne correspondrait ni à un état, ni à une langue, ni à un type de narration spécifique. Comme on peut le constater, les interrogations sur le sujet sont multiples, mais personne ne s'entend. Cela dit, c'est probablement l'écrivain Jean-Paul Tapie qui offre la réflexion la plus riche. Pour lui, il est évident qu'un roman ne peut être homosexuel simplement parce que son auteur ou son protagoniste l'est. Il faut l'association de plusieurs éléments en proportion variable. Pour lui, la meilleure définition du roman homosexuel serait un roman écrit par un homosexuel, racontant la vie et les aventures d'un homosexuel et lu par une majorité d'homosexuels. En fait, ce qu'il observe, c'est que le thème le plus récurrent des romans homosexuels est celui de la découverte douloureuse de la différence sexuelle. Plus encore, et c'est probablement l'élément le plus intéressant de son texte, il avance que l'homophobie est le seul élément spécifiquement romanesque des homosexuels, en ce sens que si l'homophobie n'existait pas, l'homosexualité serait un détail sans importance et donc sans histoire. Il fait à ce sujet un parallèle avec Roméo et Juliette. Je le cite. « Si je raconte l'histoire de Roméo Montaigu, grimpant en douce au balcon de Julien Capulet, ravissant sa virginité avant que l'alouette ne chante, puis se donnant la mort sur le tombeau de son bien-aimé, s'agit-il d'un sujet strictement homosexuel? Non. Il s'agit de l'amour plus fort que la haine. À moins que ce ne soit la nature de leur amour qui divise les deux familles, en face des ennemis jurés, et se termine dans un bain de sang. Qu'il soit homosexuel ajoute quelque chose, oui, mais sans en transformer la nature. » Fin de la citation. On peut en effet se poser la question, l'homophobie, aussi implicite soit-elle, serait-elle l'invariant de tout texte dit homosexuel, le seul élément propice à en changer la nature et à justifier l'étiquette de littérature gay? L'histoire d'une simple relation homosexuelle heureuse perdrait-elle alors sa spécificité gay pour ne devenir qu'une histoire d'amour parmi tant d'autres? Dans cette optique, peut-on penser que s'il n'y avait jamais eu d'homophobie, il n'y aurait jamais eu la nécessité de créer une culture et donc une littérature gay, participant à l'élaboration d'un sentiment de communauté, comme semble le suggérer Daniel Harris dans The Rise and Fall of Gay Culture ou David Alperin dans How to Be Gay. Comme l'explique David Alperin, l'homosexualité n'est pas seulement une orientation sexuelle, mais aussi une orientation culturelle, un investissement dans certaines valeurs sociales et esthétiques. En somme, une façon d'être, une sensibilité particulière face au monde. C'est pourquoi on distingue de plus en plus dans le discours populaire les termes homosexuel et gay, le premier référant plutôt à l'orientation sexuelle et le second à la culture gay ou au stéréotype gay. En ce sens, il ne suffit pas d'être homosexuel pour être gay. Comme le résume Alperin, same-sex desire alone does not equal gayness. Ainsi, être gay ne renvoie pas seulement à ce qu'une personne est, mais aussi à ce qu'une personne fait. Le terme gayness, difficilement traduisible en français, n'est pas un état, mais un mode de perception, une attitude, un ethos, en somme, une pratique culturelle.
Ce que suggère ainsi David Alperin, c'est donc que contrairement à l'orientation sexuelle, la culture gay et les stéréotypes qui en font partie sont construits et ont donc avant tout une fonction sociale. Daniel Harris explore aussi la genèse de ce phénomène. Il part du constat que l'homosexualité est, parmi l'ensemble des groupes minoritaires, le plus invisible, du fait que nous ne disposons pas de traits physiques distinctifs et de localisation géographique précise. Nous sommes indiscernables, dispersés à travers les classes sociales et les pays, unis par quelque chose d'aussi subjectif et intangible que notre préférence sexuelle. Ainsi, parce que nous sommes la seule minorité invisible, dit-il, nous avons dû, au cours de notre histoire, nous inventer nous-mêmes des particularités physiques nous permettant de nous reconnaître entre nous. En d'autres mots, nous avons cherché à donner une présence physique à quelque chose d'aussi fuyant que notre désir. C'est ainsi que serait née la culture gay et ses lieux communs, que Harris envisage comme des codes détenant une fonction de dévoilement. Ce serait pour nous sortir de l'anonymat, pour nous conférer une existence sociale que seraient apparus tous ces stéréotypes liés à notre corps, notre voix, notre posture, notre style vestimentaire et capillaire, notre humour cinglant, nos préférences communes pour tel artiste ou tel diva, tant de caractéristiques jouant un rôle analogue aux mouchoirs de couleurs variées enfoncés dans la poche arrière du jeans des gays lorsqu'ils sortent dans les bars pour signifier leur rang, astuce répandue à laquelle fait référence Peter Cacciarelli dans l'un de ses contes, justement. Tant de stéréotypes qui ont depuis été intégrés à l'imaginaire collectif de l'homosexualité au point de produire des types préfabriqués. Mais au-delà du dévoilement et du sentiment de communauté que cette entreprise permet, on peut aussi se demander ce que cache le fait de constamment convoquer ces stéréotypes lorsqu'il est question d'homosexualité dans la culture populaire et la littérature. À ce titre, l'hypothèse de David Alperin est que le stéréotype de notre apparente prédisposition héréditaire pour le bon goût et les arts, par exemple, n'est pas un trait de caractère inné, mais une réponse pragmatique aux conditions d'un environnement hostile, c'est-à-dire que nous sommes esthètes par besoin et non par nature. Dans Écrire gay, toujours, Guillaume Dustan raconte qu'on lui a souvent demandé pourquoi les textes gays ne finissent jamais bien. Ce à quoi il répond avec éloquence, et je le cite, « La littérature gay retranscrit l'expérience de ses auteurs, et cette expérience est celle du rejet. D'un rejet tellement violent, meurtrier, que pour l'instant on n'a pas eu tellement le temps de parler d'autre chose que de la mort psychique et physique reçue, que de la torture, de la peur et de la honte endurée. » Fin de la citation. Comment expliquer alors la candeur certaine qui traverse les contes assurément gays de Peter Cacciarelli? En effet, même si l'homophobie est en filigrane de pratiquement tous ces contes, alors que les protagonistes sont rejetés par leur famille, les histoires ne finissent jamais mal. Ils ont même un ton comique. Peut-on supposer, reprenant l'idée de Alperin, que la présence des stéréotypes y agit en fait comme une réponse pragmatique aux conditions hostiles et à la menace homophobe sous-jacente, c'est-à-dire qu'ils rendent digeste cet affect autrement négatif? En effet, dans Mourir de dire, le psychiatre Boris Cyrulnik explique qu'on parle par cliché afin d'éviter les émotions. Le lieu commun où le stéréotype dilue la représentation de l'horreur. Le stéréotype servirait en ce sens de façade, de bouclier, de façon à se dissocier de la souffrance et se rendre moins vulnérable. On nage à travers des figures vides, des archétypes ou des épouvantails, comme on en parlait tout à l'heure, qui sont surutilisés et impersonnels pour ne pas se compromettre. C'est peut-être en ce sens que David Alperin affirme que la culture gay traditionnelle est la façon que nous avons trouvée pour faire face à notre impuissance, neutraliser notre souffrance et transcender notre chagrin. De même, selon Daniel Harris, cette culture, ou sensibilité gay, serait avant tout un dispositif permettant de rationaliser d'une part le complexe travail d'adaptation que nous impose notre marginalité, et d'autre part la psychologie particulière qui nous a fait intérioriser la constante oppression homophobe. Ce dispositif défensif n'est pas sans rappeler tout un pan de la culture gay qu'on désigne communément sous le terme camp, c'est-à-dire le fait de se réapproprier des éléments de la culture mainstream en y mélangeant le tragique et le comique, le masculin et le féminin, comme dans la culture drague par exemple, et ce, dans le but de les déconstruire comme une réponse à la domination sociale. Le but est donc de se désintoxiquer de nos prétentions, de démanteler les hiérarchies, bref, de rire de soi-même et de la communauté gay pour en faire ressortir les absurdités, de façon à se rappeler qu'au final, nous sommes tous égaux dans notre oppression. À la lumière de ces quelques considérations, il me semble justifié d'affirmer que les contes gays de Peter Cacciarelli participent du même dispositif alors que l'esthétique camp transparaît jusque dans les choix éditoriaux. Avant même d'avoir ouvert les livres, les illustrations on ne peut plus clichés du duo d'artistes Pierre et Gilles qui sont utilisés en couverture nous informent bien à quel univers on aura affaire. Et cela ne fait que se confirmer à la lecture des contes, comme je l'évoquais au début de ma présentation. La réécriture du conte La Belle et la Bête est à ce titre certainement la plus emblématique du travail de Cacciarelli, et c'est pourquoi je terminerai ma communication par une présentation de celui-ci. Comme dans la version originale, il s'agit de l'histoire d'un marchand qui a cette fois-ci 3 fils.
L'un qui s'intéresse au pouvoir, l'autre à la brutalité, et un dernier qui est extrêmement beau et porte un intérêt gênant aux fleurs. On le devinera, il est le protagoniste et il est gay. Lorsque le père annonce à ses fils qu'il doit partir quelques jours, le premier lui demande de lui rapporter un revolver, le deuxième des gants de boxe et le troisième une fleur. Fidèle à l'histoire originale, le marchand se perd en route et se retrouve dans une grande demeure munie d'un appartement-terrasse rempli d'antiquités et d'orchidées de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge comme les marques laissées par une ceinture, bleu comme une échymose toute récente ou jaune comme une échymose qui s'atténue. Le choix de l'orchidée, symbole sexuel par excellence, associé aux couleurs rappelant les différentes étapes des guérisons d'une blessure et aux couleurs de l'arc-en-ciel, et on ne peut le plus éloquent. Lorsqu'il rencontre enfin la bête, il la décrit en ces mots, je cite, « L'être gigantesque ne portait qu'un assemblage de lanières de cuir et d'anneaux de métal. N'ayant jamais vu semblable harnachement que sur des chiens et des chevaux, le marchand en conclut qu'il était aux mains d'une bête. » Fin de la citation. Logique. Plus tard, Beau, prêt à tout pour ne pas décevoir son père, se sacrifie en prenant sa place auprès de la bête. Il l'informe alors que ses uniques tâches seront de soigner les orchidées et, après le dîner, d'être à son entière disposition dans son donjon de luxe, de sorte qu'il l'entraîne à lui faire plaisir. Plus le temps passe, plus Beau devient difficile à se soumettre, et ce jusqu'à la fin où Beau décide de passer le reste de sa vie avec la bête, à condition qu'à partir de maintenant, ce soit la bête qui se soumette. On peut alors se réjouir qu'au courant de cette aventure, Beau ait acquis une confiance en lui-même ou, ironiquement, que nos protagonistes se soient ouverts à la versatilité sexuelle. En somme, on pourrait donc dire qu'il y a deux façons de faire gay dans un texte. Soit on y aborde la question de l'homophobie, laquelle serait la seule réelle spécificité de l'homosexualité selon Jean-Paul Tapie, soit on opte pour une surenchère de clichés dont la culture gay s'était approvisionnée, ce qui confère un ton caricatural et comique au texte et permet de dépasser l'habituel témoignage affecté. Ce que fait Peter Cachoralier avec ses contes gays relève donc de la seconde méthode, c'est-à-dire qu'il utilise l'esthétique camp pour revisiter des contes traditionnels de sorte que tous les gays puissent y reconnaître leur culture commune. Ce faisant, il rend effectivement ces contes plus familiers pour la communauté gay, à la condition que les lecteurs connaissent et s'identifient effectivement à cette culture. Par contre, il demeure assurément impersonnel. Ainsi, l'objectif initial de refléter un peu plus notre réalité, lui, semble tomber à plat. À moins de confondre notre réalité avec notre culture, ce qui serait franchement réducteur. Ou à moins de suivre cette prescription dans l'avant-propos qui nous demande de ne pas lire ce qui va suivre avec nos yeux, mais avec notre cœur. Peut-être est-il préférable, en effet, de ne pas s'arrêter aux apparences, de passer outre ses perruques, ses muscles et ses pénis turgescents, pour saisir ce que ces contes cachent peut-être vraiment au fond, c'est-à-dire une vérité, ou du moins une certaine vérité dédramatisée.